Présidente. Oui, Président, donc je n'ai pas tout à fait la même lecture que vous du rapport de la Chambre régionale des comptes. Oui, donc je disais, je n'ai pas tout à fait la même lecture que vous sur ce rapport de la CRC, puisque ce rapport est beaucoup plus global. C'est vrai que dans votre rapport, vous focalisez essentiellement sur le respect formel, comptable, de l'utilisation de ce reliquat et du reliquat qui est remonté en budget donc progressivement au cours des années. Donc sur ce point-là, je vous dis franchement que se réjouit effectivement que les responsabilités du Code général des collectivités aient bien été respectées, ce qui confirme une bonne utilisation, efficiente des millions d'euros qui sont remontés. Sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Cependant, notre analyse peut s'arrêter à ce simple constat positif. Il faut aller beaucoup plus loin et remonter à la genèse de cette panne de 55 millions d'euros. D'accord ? Donc, c'est la source du rapport de la CRC. Donc, 55 millions d'euros, qui était un potentiel d'économie par an qu'on pouvait faire à partir de 2014. Donc, moi, je considère aujourd'hui, on parle de cas, mais pour moi, il y a deux reliques. Il y a une économie potentielle qui a été générée au fil des années. Et je parle de 2014, même si c'était pas la mandature, mais ça permet de comprendre aussi, d'analyser la genèse de tout ça, de comment s'est constitué ce reliquat, comment il a été au fil utilisé plus ou moins bien. Et on verra comment. Donc, pour moi, je vous dis franchement, donc, les reliquats qui sont montés en général de la collectivité territoriale ont bien été utilisés. Il n'y a aucun souci là-dessus. On ne discute pas. Si on parle du second reliquat, c'est-à-dire celui qui est resté, entre guillemets, au sein de l'Office de transport. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je parle d'un montant potentiel de 130 millions d'euros en 2014. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, je ne vais pas rentrer trop énoncer trop de chiffres, mais en gros, quelques chiffres clés. Fin 2013, les dépenses maritimes étaient de 108 millions d'euros. 2013. 2014-2015, on sait ce qui s'est passé. Bon, c'était difficile pour la SNCF, c'est très bien la fin à laquelle on a assisté à l'automne 2015. Et ensuite, donc, en fait, entre 2014 et 2015, c'était 100 millions par an. Bon, l'économie potentielle devait être générée à partir de la fin de l'aide sociale, qui a été effective dès 2014. Celle-ci a été réellement effective en 2014. On sent bien que tout de suite, cette économie-là n'a pas fait très peu d'effet. Okay. Donc, ce qui fait quoi? C'est que de 100 millions d'euros en 2013, 2014-2015, là, on aurait dû avoir le plein effet de la fin de l'aide sociale et du salaire supplémentaire. On n'a économisé en fait que 8 millions d'euros. Et là, nous sommes à la fin de 2015. En 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pris donc vos responsabilités, d'accord? On est reparti un peu de la page blanche, hein, c'est-à-dire les compagnies, etc. Donc, tout était, je dirais, tous les indicateurs étaient clairs. Et là, les dépenses de 2016 sont de 72 millions d'euros. Alors, si on fait la différence entre 100 millions d'euros et 72 millions d'euros, on voit que par rapport à l'économie potentielle, et ce n'est pas de votre, c'était pas votre nature, je dirais, c'était encore plutôt de ma nature précédente. On voit bien que dès quelque part, c'était dilué une grande partie de l'économie potentielle qu'on peut estimer à 20 et quelques millions d'euros. Donc là, on est en 2016, 72 millions d'euros dépenses de 2016 sur le maritime. Quand on va au bout de la période du rapport de la CRC, on constate quoi? On constate qu'on passe de 72 millions d'euros à 91 millions d'euros en 2019. Alors là, si vous voulez, on va rentrer dans ce détail. Parce qu'en fait, le rapport de la CRC, et sur quoi vous insistez dans votre propre rapport, on est vraiment sur du supplémentaire, du formel, d'accord? Moi, ce que je vais vous interpeller, c'est que cette utilisation du second volet de l'ICA, c'est-à-dire les sommes qui sont restées au niveau de l'office de transport, il y a eu du bon. Il y a eu du bon. Mais il y a eu aussi des choses, des interventions qui aujourd'hui, on a du mal à mesurer l'efficacité. Si vous voulez, pour le cas de l'augmentation du tarif, de la baisse du tarif de 11 euros. D'accord? Alors, c'est un bon principe, et on est sur le principe. Sauf que la question, sommes-nous en mesure de mesurer l'effet de cette baisse de 11 euros par mètre linéaire qui a été mise en place à partir de 2017 et qui coûte, sur cette période-là, 17 euros, 1,8 million
000 mètres linéaires, 11 euros, enfin, voilà, 1 700 000 euros. 1 700 000 mètres linéaires à 11 euros, on est autour de 18 millions par an. Bref. Alors, 10 millions d'euros sont importantes. C'est cette somme-là qui explique en grande partie pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui, en 2019, à 14 millions d'euros. Alors, moi, j'ai fait un petit calcul. J'ai pris 1 mètre linéaire, 11 euros, et essayé d'estimer l'impact que ça peut avoir sur le panier moyen, enfin, c'est bien de dire le panier moyen, mais sur le coût du client. Alors, j'ai essayé de faire une petite simulation. J'ai pris un mètre linéaire égal de mètre cube, et j'ai dit 11 euros. Bon, si on prend une valeur moyenne, marchande moyenne de ces 2 mètres cubes, entre 100 et 10 000 euros selon que c'est du foin, on transporte du foin ou du matériel électronique, j'ai estimé à 5 euros la valeur marchande d'un mètre linéaire prête, donc 5 000 euros moyenne, la valeur marchande. 11 euros, ça correspond à 0,2% de cette valeur marchande. D'accord? Alors, qui nous garantit aujourd'hui que 11 euros, peu importe, on les retrouve dans le prix final que paye le client? On n'est pas au bout de la chaîne de logistique. Il y a ensuite le transport terrestre, ensuite les marges, les distributeurs, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce rapport, il insiste beaucoup sur le réglementaire parce que c'est son objet. La CRC n'est pas là pour donner des orientations politiques. Ceci dit, dans le premier chapitre de ce rapport, il y a quand même une espèce d'alerte par rapport à l'utilisation politique du repas qui est resté au niveau de l'OTC. D'accord? Si on fait un parallèle, alors moi je reste objectif sur ce dossier parce que j'ai fait un tableau de comparaison entre l'évolution de l'aérien et du maritime. D'accord? Le maritime, on voit que bon, il y a eu ce mauvais départ entre guillemets, je ne critique pas, mais du fait qu'on se retrouve dès qu'on attaque la mandature de 2007, on n'a pas pas là. Les 55 millions d'euros potentiellement des prix n'y sont pas. Déjà une vingtaine qui se sont dilués dans la nature. Et voilà, ça reste à expliquer où effectivement on n'a pas la page blanche du point de vue financier. Donc on a 91 millions d'euros en 2019, notamment par rapport à cette baisse, parce que c'est la seule vraie réaction, je dirais, qui était justifiable, justifiée et qui allait dans le bon sens, et qui aujourd'hui qu'on n'est pas capable de mesurer aujourd'hui. Donc, on insiste, si vous voulez, sur ce rapport-là et sur cette mise en garde de la CRC, sur le choix politique et économique qu'on a pu faire dans l'utilisation du reliquat qui est resté au sein de l'Office du transport. Parallèlement, l'aérien était à 70 millions d'euros en 2013, il est à 68 millions d'euros, enfin 67 millions d'euros en 2019. Pourquoi? Alors, je n'ai pas d'explication sur tout. Ce que je constate, c'est que l'écart type, si vous voulez, les dépenses actuelles, il est très faible. Il y a une véritable constance, d'accord, et avec une baisse. Enfin, pourquoi? Il y a peut-être des choix politiques différents. Je prends le cas du carburant. C'est vrai qu'il va falloir comme est-ce que c'est notre rôle d'intervenir à tout niveau, à chaque cas du délégataire, c'est notre rôle d'intervenir. Chaque fois, ne doit-on pas poser des limites? Le délégataire, c'est un opérateur privé, quoi qu'il arrive. Alors, je parle en général. Il faut être capable, à travers le contrat, de fixer un cadre, limite d'intervention. Alors, le Covid, c'est un cas particulier. Est-ce que le carburant doit intervenir? Est-ce que les compagnies doivent se couvrir pour éviter justement des variations? Ce que fait Aircourse. Et je pense que ce que fait Aircourse, le fait qu'on ait cette constance dans les dépenses de rien, vient aussi du fait de politiques différentes. D'accord? Alors, moi, cette en avant où on dit, demain, on doit acheter des bateaux, ça va augmenter, etc. Vous dites finalement, après, à travers des retours, enfin, de délégations qui seront ça, on verra aussi l'inconvénient de délégation. Il y a des inconvénients juridiques dont on parlera tout à l'heure. Vous le savez. Notamment pour le test marché. Bon. Mais simplement, moi, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas critiqué, je suis prendre acte de bonne gestion de l'ICA qui sont remontées en général, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des décisions politiques qui sont importantes à prendre, qui consistent à dire, quand on avance, quand on intervient, notamment pour baisser les prix, être capable de mesurer
savoir si elles sont effectives, si elles ne sont pas diluées dans toute la chaîne de distribution et de production du prix, et de les contrôler aussi. D'accord? Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, moi, je pense que justement, sur deux dispositifs qui sont en parallèle, un qui fonctionne un peu mieux que l'autre, alors peut-être que l'outil est plus difficile à maîtriser au niveau du team, mais moi, je pense qu'il faut avoir beaucoup plus de rigueur, d'accord, et avoir une culture de résultats beaucoup plus développée pour l'avenir. Merci.